William, hein, à chaque fois. Il arrive en plein dans la coquille. De toute façon, les gens, ils croient vraiment ce qu'ils ont envie de croire, comme soit de mon côté ou du sien. C'est très délicat comme situation. Ouais, si, ça arrive en plein dedans. Mais moi, quand je pose les images, qu'est-ce que tu vois? Donc ouais, tu vois une coquille qui bouge, elle bouge pas toute seule. Ouais, moi, je souhaiterais bien une revanche. Pas dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que je vais combattre dans ma catégorie, les bantamweight, les 61 kg, qui est une catégorie en dessous. Je souhaiterais une revanche, même si c'est à 66 kg, avec grand plaisir. Il a fait un plein ventre. Alors, bonjour à tous, moi c'est Yanis Guémouri, combattant professionnel de MMA. Donc j'ai signé récemment à l'UFC, je vais faire mon deuxième combat le 2 mars à Las Vegas. J'ai un palmarès de 12 victoires, de défaites. Je suis né à Lyon, je m'entraîne à Lyon, ici à la Ghost Arena. Et voilà, je viens du pied-point, j'ai commencé par le pied-point et au fil du temps, j'ai voulu voir ce que c'était un peu le MMA. Et j'ai rajouté la lutte, le sol et ça m'a bien plu. Maintenant, ça fait 10 ans que je pratique ce sport. Je me rappelle, j'allais au lycée, je voyais tout le temps cette salle de boxe, la Team Esbiri, le long du trajet. Et j'ai voulu tester parce que j'aimais bien un peu, voilà, j'ai regardé beaucoup les films d'arts martiaux avant. J'ai voulu tester, ça m'a bien plu. Et vu que, il y a 10 ans, c'était vraiment pas du tout développé le MMA, j'ai commencé par le pied-point et après, au fur et à mesure, on a réussi à trouver des combats en MMA. Donc on a vu qu'il y avait une petite fenêtre pour pratiquer le MMA aussi. Donc, voilà. Qu'est-ce qui te plaisait, toi, dans les sports de combat? Pourquoi tu as commencé ça? Alors avant, je faisais du foot et j'avais cette frustration de des fois faire perdre l'équipe, des fois faire un bon match. Au contraire, l'équipe, elle perd. Moi, j'ai fait un bon match et on perd. Et c'est pas forcément de ma faute. Et vu que j'aimais bien me battre quand même à côté, j'ai préféré choisir entre les deux et choisir sport de combat. Comme ça, si je perds, je m'en prends qu'à moi-même. Et si je gagne, en plus du travail de mon équipe qui est autour, c'est grâce à moi, quoi. J'aimais bien réimiter ce que faisait Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee. Voilà, j'ai regardé beaucoup leurs films, donc j'aimais bien reproduire un peu leurs coups. Justement, j'allais te poser la question, tu avais un modèle dans les sports de combat comme ça? Dans les sports de combat, ouais, c'était Mirko Cro Cop, pour commencer. Avec Fedor et José Aldo, c'était vraiment les 3 personnes que je suivais le plus. Après, Georges Saint-Pierre, John Jones, les meilleurs qu'il y a eu dans ce sport de toute façon. Tu avais l'envie de leur ressembler, de faire la même chose qu'eux? Ouais, c'est vrai qu'on cherche quelque part à leur ressembler, à les imiter. Après, voilà, on ne peut jamais égaler ces personnes-là. Mais c'est vrai qu'on cherche quand même à vouloir faire ce qu'eux produisent dans la cage. Donc voilà, ouais, c'est ce que je cherchais d'un côté. Ouais. Quand tu démarres les sports de combat, le pied-point, etc., c'est quoi tes objectifs au départ? Franchement, au départ, je voulais même pas faire de combat. Je pratiquais sans loisir pendant 1 an. Et après, ça m'a bien plu. J'avais un bon petit niveau. Donc j'ai vu que même avec le coach, que je pouvais faire des combats à droite à gauche. Donc j'ai fait le championnat de France que j'ai gagné en junior. Et voilà, après j'ai rajouté, comme je te disais, le MMA. Et c'est devenu... après, ça y est, quand j'ai fait mon premier combat, ça y est, je ne pouvais plus m'arrêter. C'était parti pour l'aventure. Tu dis qu'au départ, tu pensais même pas combattre. Comment tu t'es retrouvé à combattre du coup? Qu'est-ce que tu as en plus ou qu'est-ce qui t'a poussé en toi à aller combattre finalement? Cette envie de vouloir un peu ce que je veux sur un ring, parce qu'à l'entraînement, c'est bien beau, on va dire, d'être bon, de faire des bonnes séances. Mais en combat, c'est pas pareil. On se découvre vraiment qui on est. Donc j'ai voulu vraiment me découvrir moi-même personnellement dans la cage. Tu penses que c'est le meilleur moyen de se découvrir, la cage? Ouais, parce qu'on ne peut pas tricher en fait. On ne peut pas tricher, c'est toi contre toi-même. Avant même ton adversaire, c'est d'abord toi contre toi-même. Tu as toute cette phase de préparation qui est dure, où tu dois quand même te dépasser, tu ne dois pas lâcher. Après, tu as cette phase de régime, de coaching, etc. où là, pareil, il ne faut rien lâcher. Donc tout ça te pousse dans tes retranchements en fait. Du coup, qu'est-ce que tu as appris sur toi? Qu'est-ce que tu as découvert sur Yanis Guémouri en allant combattre comme ça dans une cage?
Bah, j'ai pu découvrir que déjà, quand j'avais un objectif, j'étais capable de l'atteindre, ce qui est important. Même si, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Donc j'ai vu que voilà, quand j'avais un objectif, que je savais m'y tenir et que je lâchais pas le morceau quoi qu'il arrive avant d'atteindre cet objectif. Tu disais qu'au départ, tu voulais combattre pour voir ce que tu valais. Aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs? Pourquoi tu montes dans la cage? Bah, maintenant que j'ai atteint, on va dire, la plus grosse organisation mondiale de MMA, mon but c'est d'y rester. Donc voilà, quand on rentre à l'UFC, en fait y entrer c'est pas forcément le plus dur, ça reste difficile, mais c'est pas le plus dur parmi tous les cursus, car ensuite il faut y performer, il faut y rester, gravir les échelons, top 10, top 5, top 3, la ceinture, etc. Donc voilà, maintenant c'est vraiment rester dans cette organisation le plus longtemps possible et faire des belles performances. Justement, on va parler de ton entrée à l'UFC qui a été une surprise pour beaucoup d'entre nous, je parle du public français, avec notamment Nora Cornol qui était également une surprise. Comment elle s'est faite l'entrée? Est-ce que tu t'y attendais? À quel moment tu savais que tu allais être là à l'UFC Paris? Alors c'était en pourparlers environ. Donc j'ai combattu en septembre, mais c'était en pourparlers début juillet. Début juillet, j'ai Guillaume Pelletier, mon manager, qui m'a envoyé un message, qui m'a dit écoute, j'ai tenté et le matchmaker est plutôt pour. Après voilà, il fallait que quand même qu'il voie par rapport à la carte, etc., le nombre de combattants qu'il allait avoir et tout. Et après, par contre, c'est quand j'ai accompagné Fares à Londres que là, Guillaume m'a appelé et qu'on a eu la confirmation que c'était sûr à 100%, que ça y est, j'allais combattre à l'UFC. Ce qui m'a aidé à y entrer quand même, c'est mes 2 finishes au Brave avant d'entrer à l'UFC parce que faut savoir que l'UFC, ils préfèrent les combats qui se finissent, hein, ce qui est normal, ils veulent le show, que ce soit soumission ou KO. Et vu que j'avais fini par 2 KO mes combats avant l'UFC, on va dire que ça m'a aidé quand même à y entrer plus facilement. Tu te souviens du moment où on t'annonce que ça y est, tu seras à l'UFC Paris? Ouais, je me rappelle très bien. J'étais malade en plus ce jour-là. C'était en pleine Fight Week à Londres et Guillaume il m'appelle et il me parle du poids. Il me dit ouais écoute, parce que je devais combattre de base une semaine après à Nantes au Brave, vu que j'étais sous contrat avec eux. Et Guillaume il me dit en fait oui j'ai un problème avec ton adversaire par rapport au poids. En fait il parle un peu du poids de l'adversaire. Je comprenais pas trop où il voulait en venir. Et après il me dit tu vas devoir faire le poids. Donc toujours à 61 kg, mais une semaine avant. Et moi j'ai compris direct dans ma tête que c'était l'UFC Paris. Et juste avant, j'avais vu une story sur Instagram de Guillaume où il avait marqué +1. Et quand il met +1 en général sur sa story, c'est qu'il a signé quelqu'un à l'UFC. Et vu que moi c'était en pourparlers, j'ai reçu son message est-ce que je peux t'appeler? J'ai vu sa story, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Et dès qu'il me l'a dit, par contre, c'était confirmé à 100%. À ce moment-là, tu étais en 12-1, il me semble. C'est ça, 12-1. Tu te sentais prêt pour l'UFC? Ouais, après on peut se sentir prêt comme on peut ne pas se sentir prêt. Il n'y a qu'en y allant qu'on sait vraiment si on était prêt ou pas. Il y en a qui ne se sentent pas prêts, mais au final, ils y vont, ils font des belles performances. Il y en a qui se sentent prêts, mais qui y vont et qui font des mauvaises performances. Moi, je pense que ça, c'est vraiment en y allant, en découvrant ce que c'est vraiment l'UFC, qu'on sait au final si on était prêt ou pas. Du coup, on va revenir sur ton premier combat à l'UFC face à William Gomis. Déjà, ça a été un gros choc franco-français. Ouais. Ce combat, il ne devait pas se faire de base. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu du coup ce qui s'est passé? Alors en fait, quand on a pris le train mardi matin, nous, de Lyon, avec mes coachs, on allait donc sur Paris, on avait 2 heures de TGV à faire. Et je recevais des messages de plusieurs personnes qui me disaient que je n'allais pas affronter mon adversaire initial, que j'allais affronter William Gomis. J'ai même reçu un message de Yanis Gemouri Propagande, c'est un mec qui tient la page sur Lyon, qui m'a envoyé un message et m'a dit j'ai parlé avec ton adversaire, il m'a dit que du coup le combat il se fera pas. Et moi je pensais que c'était de l'intox, il faisait ça exprès. Je lui ai dit écoute-le pas, il raconte n'importe quoi, laisse-le parler et tout.
jusqu'à ce que j'ai vu des médias français diffuser l'affiche, moi et William, et de l'autre côté, Taylor avec Lougrane. Et là, j'ai compris qu'en fait, ça devenait concret, ça devenait sérieux. Et, tout le monde était au courant avant toi. C'est exactement. En fait, moi, je l'ai appris dans le train. Et du coup, vu que j'étais pas assis avec mes coachs, j'étais tout seul. Je me suis levé. Et en fait, quand je recevais les messages, au début, je prêtais pas attention. Mais dès que j'ai vu les affiches, là, j'ai compris que ça devenait sérieux. Donc, je suis allé les voir. Et je leur ai montré les affiches. Je dis, je comprends pas ce qui se passe, etc. Regardez sur quoi je suis tombé. Regardez les messages qu'on m'envoie. Et franchement, on était dans le flou, donc même eux, ils se sont dit, bon, pour l'instant, on part dans l'optique que tu pars toujours pour combattre ton adversaire initial. On va là-bas et on va voir comment ça se passe là-bas. Et une fois arrivé à l'hôtel, etc., là, j'ai vu tout le monde, on a discuté, etc. Et après, ça a mis 2 jours avant de vraiment se concrétiser. Parce qu'il fallait que tout le monde soit d'accord pour ces changements. Du coup, tu n'affrontes pas l'adversaire prévu de base. C'est ça. Tu montes d'une catégorie. Ça t'a perturbé un petit peu tout ça? Je vais pas te mentir que dans le style, ça m'a perturbé parce que toute ma préparation, je m'étais préparé contre des plus petits que moi, en taille, des droitiers et plus un style lutte, parce que de base, c'est ce que mon adversaire allait faire. Et c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'il a fait ce soir-là contre Taylor. Et du coup, là, je me suis retrouvé face à un plus grand que moi, gaucher, et qui n'a pas du tout un style de lutteur, c'est plutôt un style sanda. Je mets des coups, je marque mes points et je sors. Donc c'est vrai que sur l'aspect technico-tactique, ça m'a vraiment tout chamboulé. Après voilà, fallait être prêt de toute façon à toute éventualité dans la cage. T'allais accepter le combat quoi qu'il arrive? Ouais, franchement, moi du moment que j'étais à l'UFC, je suis pas là pour dire oui, non, un adversaire c'est un adversaire. Même si ça m'arrangeait moins au vu de la catégorie, du style auquel je m'étais préparé. Je ne vais pas dire non, voilà, l'UFC propose de faire ça, je ne vais pas leur dire non. Et en plus, ça a permis à Taylor du coup de combattre et à William aussi, alors que de base, ils ne pouvaient plus combattre. Leur adversaire était forfait. Donc je pense que ça a aussi un peu sauvé la carte et leur combat sur ça. Du coup, ce combat face à William se déroule. Et puis on arrive à la moitié du 3e round à peu près. Et il y a ce fameux coup front kick assez bas, middle kick assez bas, qui a suscité beaucoup de réactions, voilà, beaucoup d'interactions. Il y a à peu près un 50-50. La moitié des gens qui disaient que c'était trop bas, l'autre qui disait que ça passe. On a même vu, je crois, il y avait McGregor qui avait dit comme quoi c'était valable, c'était un bon coup de pied. Toujours pour William, à chaque fois. Les scientifiques sont très réactifs. Elle arrive en plein dans la coquille. Ah non, fin de combat, je comprends pas. Il a pris dans la coquille ou non? Non, c'est pas la coquille. Le Cobra considère que c'était... On va regarder ça. Ah, il a touché la coquille. La ceinture, c'est la ceinture. C'est le haut de la coquille. Alors peut-être en fait, si on va voir mieux. C'est très délicat comme situation. Ouais, si, ça arrive en plein dedans. Ouais, ah oui, ça arrive en plein dedans. Non, monsieur Pora. Évidemment, c'est très compliqué de voir ça en live, mais... On ralentit. Il faut utiliser le VAR. Oui, il faut utiliser le VAR là. Après moi, ce que j'en pense, c'est ce qui s'est passé ce soir-là. Ça veut dire que même je suis allé sur le plateau de Twitch d'RMC et si on peut revoir les extraits, on voit que le coup de pied il part au niveau de la ceinture au début. Donc il n'est pas directement sur la coquille. Et en fait, c'est la suite du coup de pied en fait, qui fait bouger la coquille. On voit même sur la vidéo au ralenti la coquille qui fait un va-et-vient. Donc en fait, elle part et boum, elle revient fort à sa place, ce qui est normal, quand le coup de pied, quand William avait fini de faire son mouvement. Donc après, moi je ne suis pas là pour convaincre les gens de ce qui s'est passé, de oui, il m'a touché, il m'a pas touché. Les gens, ils se feront... De toute façon, les gens, ils croient vraiment ce qu'ils ont envie de croire, comme soit de mon côté ou du sien. Mais moi, quand je pose les images, faut juste poser les images. Qu'est-ce que tu vois? Donc ouais, tu vois une coquille qui bouge, elle ne bouge pas toute seule. Et le fait qu'elle bouge, ça tape, quoi. Donc voilà. Au-delà de ce coup, sur ce combat, on t'a senti assez prudent, tu prenais ton temps, etc. Est-ce que tu penses que tu aurais eu la capacité de terminer ce combat avant la fin de ce 3e round? Franchement, j'aurais pu vraiment déjà aller au bout. Il n'y avait pas de problème sur ça. On était à la moitié du 3e, comme tu l'as dit. C'était un 3e round plus engagé que les 2 précédents. Donc déjà aller au bout, ça c'est sûr et certain. Donc après, l'arbitre en a décidé autrement, mais malheureusement, on ne saura jamais ce qui aurait pu se passer après. Qu'est-ce que tu en gardes de cette première performance à l'UFC? Franchement, ça me laisse un goût amer quand même, parce que normalement ça doit être un bon souvenir.
Premier combat à l'UFC, tu es à Paris, donc tu es en France, tu es chez toi, tu as le public. Mais au final, c'est ce qui a fait tâche sur la soirée, en fait, c'est cet événement-là. Donc c'est pas un bon souvenir pour moi le premier combat à l'UFC, pas du tout. On pourrait envisager une revanche ou pas? Ouais, moi je souhaiterais bien une revanche, pas dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que je vais combattre dans ma catégorie, les bantamweight, les 61 kg, qui est une catégorie en dessous. Voilà, lui il fait son chemin en 66 kg, mais après à l'avenir, bien sûr, je souhaiterais une revanche, même si c'est à 66 kg, avec grand plaisir. Du coup, parle-nous de ton prochain combat, ta deuxième apparition à l'UFC. Ce sera quand? Alors c'est le 2 mars à Las Vegas à l'Apex contre Vinicius de Oliveira, l'ancien champion de l'UA Warrior en 61 kg. Et voilà, combat en 61 kg, 3 fois 5 minutes. Donc avec le décalage horaire en France, vous il sera tard. Mais voilà, ça va être mon deuxième combat, ça va être le premier combat à l'UFC pour mon adversaire. Donc voilà. Qu'est-ce que tu sais de lui? Alors je sais qu'il est... En fait, ce qui était bien, c'est que je le connaissais avant qu'on me le propose pour le 2 mars. Donc je sais qu'il a plus un style de striking. C'est plutôt un bagarreur qui a un bon punch. Après voilà, il m'a l'air assez quand même complet. Il a de bonnes défenses de lutte, il a un bon sol. Donc voilà, c'est complet, mais avec une prédominance quand même sur le striking. J'imagine qu'après la première performance à l'UFC, tu as envie justement d'en montrer beaucoup plus. On n'a pas vu le vrai Yanis Ghemmouri à Paris. C'est ça. Il y a eu trop de blocages, trop de péripéties avant le combat. Donc c'est vrai que là, j'ai hâte de faire ce deuxième combat et de vraiment lâcher les chevaux et être dans ma catégorie donc de prédominance, les 61 kg, et là montrer vraiment qui je suis, quoi. Marquer les esprits. Justement, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? Une grosse victoire. Je le souhaite en tout cas, mais de tout donner, de faire le spectacle et une grosse victoire. Et de enfin lancer, j'espère, une série de victoires à l'UFC. Merci à toi pour ton interview, déjà pour le temps que tu m'as accordé. Merci à vous de donner de la force, que ce soit à moi ou à tous les autres combattants français. Ça nous donne vraiment cette force et moi je vous remercie aussi. Et rendez-vous le 2 mars à Las Vegas pour mon prochain combat.